Venons-en donc à la politique. On l'a presque oublié finalement, mais il y avait quand même une élection présidentielle avant-hier. Et dimanche soir, après la victoire d'Emmanuel Macron, tout le monde se tournait déjà vers les législatives, enfin, tous les responsables politiques. Jean-Luc Mélenchon lui avait pris de l'avance, puisque une dizaine de jours déjà avant le premier tour, il avait appelé les Français à l'élire Premier ministre lors du troisième tour. On comprend bien finalement cette espèce de raccourci institutionnel qu'il a voulu faire. Mais on y reviendra d'ailleurs sur ce point. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ce scénario soit crédible ? Parce que la situation politique dans notre pays n'a jamais été celle que nous connaissons depuis l'issue du premier tour, à savoir un morcellement du paysage politique en 3 blocs de taille équivalente. Si vous regardez, vous avez l'extrême droite raciste menée par Marine Le Pen, vous avez ensuite un bloc libéral mené par Emmanuel Macron, et vous avez un bloc que nous on appelle un bloc populaire ou de gauche qui est mené par Jean-Luc Mélenchon. Ces 3 blocs sont vraiment de taille équivalente à 100 000 voix près à l'issue du premier tour. Et donc notre pays n'a non seulement jamais été aussi morcelé, mais en plus il y a une forme de d'insatisfaction plutôt de la part d'une immense majorité des Français qui ne voulaient pas de ce second tour Macron-Le Pen, une écrasante majorité des Français, je crois que c'est les 2/3 qui souhaitent une cohabitation, plus de la moitié qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Donc on le sent bien que finalement ces élections présidentielles, et c'est peut-être aussi un des problèmes de la Ve République, n'ont pas réussi à trancher les débats essentiels de notre société. Et c'est pour ça que les élections législatives peuvent jouer un rôle à rétablir ce déséquilibre institutionnel que nous connaissons à l'heure actuelle. Un sondage Ipsos qui a été publié juste après la victoire du président sortant indique que 56% des personnes interrogées souhaitent qu'Emmanuel Macron, en effet, perde les élections législatives et donc soit contraint à une cohabitation. Mais un autre sondage, Harris Interactive, prévoit, lui, une majorité absolue très nette, très franche pour la majorité présidentielle. Je vous donne les chiffres. La République En Marche et ses alliés entre 328 à 368 sièges. Le Rassemblement national progresserait très fortement, selon cette enquête, de 75 à 105 sièges. Les Républicains et leurs alliés auraient entre 35 et 65. Vous-même, la France Insoumise, vous progresseriez assez nettement avec une fourchette comprise entre 25 et 45 sièges. Le PS, 20 à 40. Le PCF, 5 à 5 sièges. Et Europe Écologie Les Verts aurait entre 1 et 5 sièges. Finalement, c'est un peu comme ce second tour Macron-Le Pen, dont on nous a dit pendant des mois que les Français n'en voulaient pas et qui s'est tout de même produit. Comment vous expliquez ces paradoxes ? Alors, ces projections en termes de sièges sont un petit peu compliquées parce qu'en réalité, les élections législatives, ce sont 577 élections. Ce qui est intéressant dans ce même sondage interactif, c'est de regarder bloc par bloc les résultats. Et ce que dit ce même sondage, c'est que le premier bloc qui arrive en tête est bien ce bloc de gauche et populaire à 36%. Derrière, de mémoire, suit le bloc La République En Marche, auquel vous pouvez ajouter les Républicains, et le bloc Rassemblement National. Et donc, ce qui est intéressant, moi, ce que je déduis de ce sondage, c'est qu'il y a une possibilité de créer une majorité autour de l'Union populaire si on est capable ensuite de le matérialiser dans les circonscriptions. Et c'est bien tout le sens de la stratégie qui est la nôtre d'élargir l'Union populaire pour faire campagne ensemble sur un projet commun de gouvernement, et j'insiste, de gouvernement, pour être prêt à gouverner le pays, à trouver des solutions directes et à avoir un Premier ministre en commun, Jean-Luc Mélenchon, et puis avoir une bannière commune sur l'ensemble des 577 circonscriptions. C'est en tout cas ce à quoi on se prépare et ce sur quoi on est en train de travailler actuellement. J'évoquais tout à l'heure cette espèce de raccourci institutionnel dans cette formule qu'a employé Jean-Luc Mélenchon. Certains voient dans cet appel à l'élire, donc Premier ministre, lors du troisième tour de l'élection présidentielle, une espèce de dévoiement des institutions qui, rappelons-le, ne prévoient ni de troisième tour dans une présidentielle, ni l'élection du Premier ministre. Est-ce que vous l'assumez totalement ? Vous savez, depuis oui, vous, toujours... de toute façon, la Ve République, vous voulez fermer la page. Ça, évidemment, qu'avec nous, si on avait été élu président de la République et qu'on avait mis en place une 6e République, évidemment que ça se passerait différemment. Mais le fait est que les élections législatives, et je pense que c'est important de le rappeler, que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, de la majorité à l'Assemblée nationale, se dégage un gouvernement. Donc Emmanuel Macron devra nommer un Premier ministre qui est issu de cette majorité. Et la différence par rapport aux précédentes élections, c'est précisément ce paysage morcelé.
dont je parlais. Et le fait est que la Ve République a du mal à trancher un paysage qui est multiple et qui n'est plus en 2 blocs, mais en l'espèce en 3 blocs. Et donc, si le 12 et le 19 juin prochain, pour les élections législatives, on a une majorité du bloc populaire, oui, c'est possible d'avoir le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Et je le dis, pourquoi aussi on parle de 3e tour? Mettez-vous à la place. Et non, mais l'expression est habile. Et puis, je suis sûre qu'il y en a plein qui nous regardent. Mettez-vous à la place de tous ces électeurs, de Jean-Luc Mélenchon et de gauche, à l'issue du 1er tour, et qui ont dû, le 2e tour, choisir entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, voire l'abstention. C'était dur quand on a un électeur de gauche, on s'est senti orphelin. Avec des reports de voix finalement d'ailleurs beaucoup plus importants que prévu en faveur d'Emmanuel Macron. Mais parce que les gens sont responsables et qu'ils ont peur de l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs la démonstration que Emmanuel Macron a été élu par défaut. C'est pas un vote d'enthousiasme, c'est pas un vote d'adhésion à son projet pour la retraite à 65 ans. Donc vous voyez, à ce peuple de gauche-là qui est un peu orphelin, on lui dit on est en train de vous reconstruire une famille et que cette famille, si elle se mobilise et si elle se rassemble, alors ce sera possible d'emporter les élections législatives. Mais cette famille de la gauche que vous voulez réunir, aujourd'hui, hormis Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que pèse la gauche? Eh bien, on le voit. Non, mais si on reprend les scores à la présidentielle, il faut rappeler bien sûr, et Anne Hidalgo, 1,75%, Yannick Jadot, 4,6 ou 4,63, je ne sais plus. C'est dérisoire. Bien sûr. Vous allez réunir un bloc, mais finalement, l'essentiel de la force, c'est vous. Bien sûr. Et le reste, c'est un petit peu des miettes. C'est pour ça que nous voulons élargir le bloc sur la base de ce qui a eu du succès à l'élection présidentielle, c'est-à-dire la candidature de Jean-Luc Mélenchon, une stratégie de l'Union populaire et surtout un programme. Un programme, l'avenir en commun, que vous soyez d'accord ou pas, qui est complet et qui opère les transformations indispensables à notre sens pour faire face aux enjeux de notre temps, les inégalités, l'urgence climatique, la crise démocratique que vit encore notre pays avec un taux d'abstention si fort. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que notre stratégie est de construire autour de ce qui a marché et d'élargir encore l'Union populaire aux gens. Vous savez, j'ai croisé plein de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en se disant « Ok, je vais le faire, il est en tête, le programme me parle », et qui n'étaient pas forcément des militants. Et au soir du 1er tour, ils se sont dit « Ah ouais, non seulement on n'est pas passé loin, mais il y a un truc qui s'est passé, une vague d'espoir, d'enthousiasme, et qui se sont dit « Eh bien, on va se mettre à militer ». Résultat, la semaine après les élections, c'est la semaine où on a eu le plus d'arrivée de militants de toute la campagne présidentielle. C'est bien un signe qu'il y a quelque chose qui s'est levé. Maintenant, il faut continuer à le construire ensemble pour que ça se matérialise pour les législatives. Alors, il y en a à gauche qui veulent bien de l'union, d'une forme de coalition pour ces législatives, mais qui ne veulent pas se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que dit, par exemple, le candidat des écologistes, Yannick Jadot, qu'on écoute tout de suite. Mais ça ne marchera pas, je vais vous dire. C'est lui le chef, là, non? Non. Si on veut gagner ces élections législatives, si au moins on veut avoir beaucoup de députés, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition. Parce qu'il va falloir ajouter les électorats les uns aux autres. Et donc c'est dans le respect de la diversité, dans le respect des identités qu'on gagnera. Yannick Jadot, donc je rappelle 4,63%, est-il encore aujourd'hui chez les Verts l'interlocuteur privilégié pour discuter de cette union de la gauche, de cette union populaire? Je crois que manifestement, en tout cas, ils ne se parlent pas beaucoup entre eux chez les Verts. Parce que j'ai écouté l'intervention et l'interview de Yannick Jadot dans son intégralité ce matin. Et à tout point, quasiment tous les points qu'il a évoqués. Je prends par exemple l'idée de la désobéissance européenne, le fait d'avoir une stratégie commune, le fait de se regrouper autour du mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Sur tous ces points-là, il a dit l'exact inverse de ce que nous disent les écologistes actuellement dans les négociations. Donc, si vous voulez, notre rôle à l'Union populaire, c'est pas de trancher les débats du congrès de ELV. C'est d'essayer de créer un bloc qui peut gagner, qui peut l'emporter, qui peut soulever de l'enthousiasme. Et franchement, quand j'entends tout ça, je me dis, c'est vraiment pas à la hauteur. Et il a une responsabilité, Yannick Jadot. C'était le candidat des écologistes. Comment se fait-il qu'il est à ce point déconnecté, y compris de l'envie des électeurs, de ceux qui ont voté pour lui? Vous discutez actuellement avec les écologistes, mais pas avec Yannick Jadot. Donc avec qui? Avec Julien Bayou. Julien Bayou notamment. Ça avance bien?
Ça avance. On discute sur 3 choses, pour être très précise. D'abord, sur un programme commun, parce qu'il s'agit là de construire un programme de gouvernement. Donc, c'est pas un truc électoraliste avec juste 5 marqueurs politiques. Donc, ça ne sera pas l'avenir en commun, ça sera l'avenir en commun amendé. Ce sera l'avenir en commun avec les écologistes. Mais ça part de ce qui fait le succès de l'élection présidentielle, donc de l'avenir en commun. De ce point de vue-là, j'ai noté aussi des avancées intéressantes de la part d'Europe Écologie Les Verts vers la nécessité de désobéir à certaines règles européennes pour être à la hauteur, par exemple, de nos ambitions écologiques. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils avaient dit dans la campagne. Donc on discute d'un programme complet, on discute d'une stratégie commune, donc d'avoir une bannière commune sous laquelle nous nous présenterions dans l'ensemble des circonscriptions en commun, et puis évidemment d'une répartition des circonscriptions. Et je souhaite que sur ces 3 points-là, nous puissions aboutir, et ces 3 points soient indissociables les uns des autres. Et l'ambition qui est la nôtre, c'est pas de faire un vague accord électoriste. Non, c'est de faire un accord qui est sur un projet de gouvernement et qui donne envie aux gens et qui se disent « Oui, avec ça, ça peut changer ma vie. Je peux avoir la retraite à 60 ans. Les prix des produits de première nécessité peuvent être bloqués. » Et je crois que ça peut créer une dynamique forte. Mais moi, je m'en voudrais que pour 2 ou 3 circos, tout le truc capote sur des raisons électoralistes vraiment nulles et qui, je crois, ne sont pas à la hauteur des... Un petit mot. Est-ce que vous